Bonjour et bienvenue donc à cette conférence de presse. Donc je dis bonjour à toute la planète qui nous écoute et singulièrement les ultramarins. Donc bonjour et merci de votre soutien. Merci aussi pour tout ce qui se fait actuellement sur la planète en matière de valorisation de la biodiversité. Et avant de commencer, je voudrais faire un petit hommage à mon ex-associé, le professeur Paul Bourgeois, qui a fait de moi ce que je suis, parce que c'est lui qui m'a accueilli alors que j'étais au doc de biologie à Fouillol. Il m'a appris comment on faisait la recherche sur les plantes et les molécules tirées des plantes et pour pouvoir les tester du point de vue biologique. Je voudrais aussi remercier mon personnel donc qui est au combat, parce que je ne peux pas faire ce travail tout seul. Donc je suis très très bien entouré. Je suis entouré de chercheurs. Je suis entouré d'une équipe qui travaille au niveau agricole, au niveau de la recherche scientifique, au niveau de la qualité de nos produits. Donc je voudrais vous dire aussi merci. C'est vrai, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu, mais je reviens d'un long silence. Et je remercie surtout les journalistes qui ont respecté ce silence. Je leur avais demandé, en fait, de me laisser travailler parce que j'étais sur un sujet de recherche très importante. Et je vous en parlerai tout à l'heure des résultats que nous avons obtenus et je suis très heureux de pouvoir le partager avec vous. Vous savez, j'ai passé 40 ans de ma vie, donc je l'ai dédié au service du vivant. Pourquoi j'ai dédié 40 ans de recherche au service du vivant? Parce que j'ai l'impression que l'homme ne sait pas ce qu'il est, en fait. Si je vous pose la question, qui êtes-vous? Vous allez me répondre, je suis un homme. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme est un être vivant qui mange le matin, le midi et le soir. Quand il est malade, il se soigne. Et il est capable de se déplacer, il est autonome et il se reproduit. C'est essentiellement ça. Il a une espérance de vie d'environ 80 ans. Et après avoir mangé, après s'être soigné, après avoir vécu, en fait, l'homme meurt. Et je constate que nous sommes sur une planète qui s'appelle la planète Terre. Cette planète Terre est la seule planète du système solaire qui abrite la vie. Nous dépensons des millions et des milliards d'euros ou de dollars pour aller chercher des traces de vie sur des exoplanètes, alors que la vie pilule à nos pieds. Tout ce que l'homme fait, en grande partie, donc, est axé sur la mort. On fait des guerres. Nous sommes en pleine guerre, à l'heure où je vous parle, en Europe. On tue avec les cides, on tue l'insecte avec des insecticides, on tue l'herbe avec le glyphosate, par exemple, qui vient d'être prolongé pour 5 ans, en 2023. On tue les champignons avec des fongicides, pour ne parler que du banol. On tue les bactéries avec des bactéricides. On tue les fourmis maniocs avec des formicides. On tue les escargots avec des molluscicides, etc., etc. L'homme oublie, en fait, qu'il est totalement dépendant de l'écosystème dans lequel il vit. Parce que si une abeille ne vient pas polliniser les mangues, vous n'aurez pas de mangues. S'il ne pollinise pas les oranges, il n'y aura pas d'oranges, des sapotilles, etc., des ignames, etc., etc. Et donc, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire la vie, et en détruisant la vie, on se détruit nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que j'ai consacré ma vie à la vie, d'accord ?
Parce qu'il faut savoir qu'en fait, maintenant, on doit parler de santé globale. Pourquoi faut-il parler de santé globale? Parce que l'homme fait partie de ce qu'on appelle la biosphère, la sphère de vie. Et cette biosphère, en fait, dépend de d'autres sphères, comme l'atmosphère, l'air, la géosphère, le sol, et l'hydrosphère, l'eau. Et c'est cet équilibre de ces différentes sphères qui va conditionner la bonne santé de l'espèce humaine, mais aussi des autres vies, que ce soit la vie des plantes, que ce soit la vie des animaux. Si par exemple vous mettez du chlordécone dans la géosphère, ça va se fixer à l'argile du sol de façon rémanente pendant ce qui va rester à peu près 700 ans dans le sol. Et quand il va pleuvoir, donc l'eau, qui fait partie de l'hydrosphère, va l'emmener dans les rivières, puis dans les mers. Comme c'est un produit qui a un tropisme pour les graisses, ça ira dans les graisses des poissons, des écrevisses. Et nous, quand on va manger cette biosphère de poissons, d'écrevisses, en fait, on va attraper, ça ira comme un tropisme aussi dans nos graisses à nous. Et qu'est-ce qui va se passer? On va être malade. On va dire, voilà, j'ai la prostate ou j'ai d'autres maladies, j'ai des cancers qui sont liés donc, à ces pesticides qui sont dans notre sol. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez préserver la planète, pensez à la vie. Vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que je vous invite à sortir petit à petit de cette économie dite extractive qui consiste à aller chercher nos richesses dans tout ce que la nature a intérêt. On est en train de faire des grands trous. Et qui fait des grands trous? Ce sont les fossoyeurs. Les fossoyeurs vont faire des grands trous pour aller chercher du pétrole. Regardez, aujourd'hui, la planète est menacée avec des cyclones, des ouragans, des inondations, toutes sortes de cataclysmes liés donc, à ces gaz à effet de serre qui sont principalement dus justement à ce pétrole qu'on a déterré. Donc, si vous voulez sauver l'espèce humaine, je vous invite d'aller vers un nouveau concept qui a été développé par Isabelle Delannoy, qui était un ingénieur agronome français et qui a tout compris. Et elle nous dit d'aller vers l'économie symbiotique. Quand on pose la question aux gens, quand on leur demande qu'est-ce que ça veut dire économie, l'économie vient du grec oikos, qui veut dire maison, nomos veut dire gérer. L'économie, c'est tout simplement gérer la maison. Et nous, on gère cette maison Guadeloupe, cette maison Terre, cette maison France, cette maison Afrique, sum bios. Et je suis très heureux que d'autres personnes sur cette planète, comme le professeur Godfrey Nzamukro au Bénin, avec Isabelle Delannoy et moi-même, nous partageons en fait donc cette nouvelle économie, cette économie, l'économie du vivant. Donc sortir de l'économie extractive, aller chercher du pétrole, de l'uranium, en fait déterrer tout ce que la nature a enterré. Et ça nous mène à quoi? Ça nous mène peut-être à l'extinction en fait de l'espèce humaine. Donc c'est pour ça que j'ai consacré ma vie au vivant et je continue à le faire parce que quand moi je prends trois phalanges de doigts et je mets dans le sol, je mets une petite graine de galba, une petite graine de maracuja, une petite graine de coco. En fait, 3 phalanges de doigts suffisent pour vous donner des arbres de 10-20 mètres de haut. Et à partir de cette diversité de vie végétale, vous pouvez fabriquer tout ce dont l'homme a besoin. De la nourriture, en fait, pour se nourrir, des médicaments pour se soigner, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que pour pouvoir connaître ce qu'il y a dans les plantes, il faut faire de la recherche. C'est pour ça qu'il y a 35 ans que mes équipes et moi travaillons en fait pour comprendre, connaître les molécules qu'il y a dans les plantes pour une raison très simple, c'est que la plupart des molécules qu'on retrouve, pour ne prendre que les médicaments, je ne prends que seul exemple, il faut savoir que le paracétamol,
qui est le médicament le plus vendu au monde, est fabriqué à partir du pétrole, à partir du benzène. Et donc, vous voyez, et on prévoit la fin du pétrole d'ici 2040, 2050. Et donc, quand il n'y aura plus de pétrole, comment on va faire en fait pour se soigner? Donc, c'est pour ça que nous, on a pris l'optique d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes ce que nous avons de spécifique et d'original. Et je pense que la meilleure façon de le trouver, c'est d'aller en fait dans les traditions, dans la médecine traditionnelle, d'aller faire comme faisaient en fait nos grands-parents, en fait d'aller vers cette nouvelle économie, cette économie du vivant. Et grâce à ces recherches, cela nous a permis de découvrir en fait des choses exceptionnelles. Par exemple, on a trouvé comment faire du pain sans blé. Aujourd'hui, à cause de la guerre, on dit ouais, il n'y a plus de blé. Qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a plus de blé, on va faire autrement. En fait, le pain, c'est quoi? Le pain, c'est une croûte, la croûte de pain, d'accord? C'est une mie, d'accord? La mie de pain, la partie blanchâtre, et c'est quelque chose qui est élastique. Et ceci n'est possible qu'avec le blé aujourd'hui, parce que le blé contient une molécule, une protéine qui s'appelle le gluten. Et c'est ce gluten qui, quand on va pétrir le pain, quand on va mettre du levain et tout, ça va faire les bulles. Les bulles seront emprisonnées. Et en fait, ça va vous donner en fait, ce que vous appelez le pain. Et nous, on a trouvé une technologie qui permet de faire du pain en se passant du blé. Et on le fait avec des amidons tropicaux de chez nous et avec des protéines de pois de chez nous et avec une technologie qui est dans notre brevet. On a travaillé également comme plante exceptionnelle, c'est l'huile de Galba, suite à un accident de voiture où j'ai eu tout le front arraché et on voyait l'os de mon crâne sur 3 cm. Et j'ai demandé à mon médecin dermatologue qui me suivait, donc est-ce que je pouvais avoir parce que je n'avais pas de fracture, donc je pouvais marcher. Et je suis rentré chez moi et j'ai passé un petit peu d'huile de Galba, donc pas directement sur la plaie, mais ça a diffusé. Et c'est alors que je suis resté 20 jours sous antibiotiques avec l'os blanc de mon crâne. Et au bout de 4 jours, en fait, j'avais déjà fait l'hypoderme. Ensuite, j'ai fait le derme. Et après, j'ai fait l'épiderme. Et regardez, mon front a été totalement guéri avec l'huile de Galba. Ce qui nous a conduit à faire de la recherche avec le CNRS de Montpellier. Et grâce à cette équipe, on a découvert que l'huile de Galba possédait des propriétés cicatrisantes en stimulant ce qu'on appelle les cellules qu'on retrouve dans la peau, les kératinocytes, en stimulant également des fibroblastes. Et il faut savoir que les fibroblastes vont permettre de fabriquer du collagène. C'est ce qui s'est rembourré dans mon front et a reconstitué en fait la peau. Et ensuite, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on a montré que cette huile possède des inhibiteurs de ceux qui dégradent la peau. Et parmi les enzymes qui dégradent la peau, vous avez par exemple la collagénase qui dégrade le collagène, l'élastase qui dégrade l'élastine, et la hyaluronidase en fait qui dégrade en fait l'acide hyaluronique. Et on a montré que l'huile de Galba est capable de bloquer en fait toutes ces enzymes. Et d'autre part, on a montré une activité cicatrisante et anti-inflammatoire, ce qui a permis d'expliquer ce qui s'est passé dans notre front. Et nous avons déposé un brevet donc, sur cette plante. L'autre découverte qui est vraiment très exceptionnelle, c'est la découverte qu'on a faite sur une plante qu'on utilise dans notre laboratoire et que nous travaillons depuis 35 ans. Nous n'avons pas attendu le Covid pour travailler donc, sur l'herbe à pic. Donc ça fait 35 ans qu'on y travaille. Ma première publication sur cette plante dans un journal qui s'appelle Phytothérapie date de 1988. Alors comment j'ai été amené à travailler sur cette plante? C'est parce que j'ai fait un doctorat de 3e cycle après mes études de pharmacie. Et mon doctorat de 3e cycle, en fait, était dans la spécialité la pharmacognosie.
La pharmacognosie, en fait, est une science qui vient de pharmacon, qui signifie remède, gnosie, qui signifie connaissance. Et donc, la pharmacognosie, c'est la connaissance des remèdes. Et je me suis spécialisé dans les remèdes au niveau tropical. Et il faut savoir que ce sont les pharmacognostes, comme nous, en fait, qui mettons au point des médicaments. Et je me suis dit, en fait, voilà que je suis pharmacognoste, qu'est-ce que je vais inventer comme médicament ou comme substance pour soigner en fait les maladies orphelines de chez nous. Donc j'ai travaillé sur la drépanocytose, j'ai travaillé sur les antifongiques et j'ai demandé à une banque de données de me sortir toutes les plantes de la planète qui ont fait l'objet de recherches sur les virus. Et c'est là que je suis tombé sur une plante chinoise du nom de Chrysoplénium, de la famille des Astéracées, la même famille en fait que l'herbe à pic. Et là, des chercheurs chinois et japonais qui travaillaient en fait sur cette plante montrent que cette plante possédait en fait une activité, nous sommes en 1988, ont montré que cette plante donc, pouvait inhiber la réplication des virus à ARN. Et les molécules qui étaient actives dans cette plante, on les appelle des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes ont une particularité dans leur structure moléculaire. Ils ont un OH en position 5 et un OCH3 en position 3. Et dès que vous avez cette structure moléculaire, vous inhibez la réplication des virus ARN. Et c'est là que c'est devenu comme un jeu d'enfant. À ce moment-là, il n'y avait pas encore Internet comme maintenant. J'ai demandé à la banque de données de me sortir toutes les plantes de la planète qui ont fait l'objet de recherches sur les flavonoïdes hydroxyléen 5, méthoxyléen 3. Et c'est là, en fait, que je vais tomber sur Neurolaina oxacana, qui est une plante du Mexique. Et comme dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur une science qui s'appelle la chimiotaxonomie, la taxonomie, la classification des plantes en fonction des molécules chimiques, je me suis dit que si dans Neurolaina oxacana, il y avait 12 flavonoïdes hydroxylés et méthoxyléen 5, forcément dans sa sœur qui s'appelle Neurolaina lobata, ces molécules devraient également exister. Et en fait, j'ai publié dans le journal Phytothérapie en 1988, et le spécialiste qui s'appelle Marc Brie, donc spécialiste des flavonoïdes, donc, qui est un Américain, donc il va travailler donc, sur l'herbe à pic donc, aux États-Unis, et c'est là qu'il va inventer, il va extraire en fait 12 molécules possédant des flavonoïdes hydroxyléen 5, méthoxyléen 3, et j'ai dit Eureka, j'ai trouvé, parce que lui il est chimiste et il ne sait pas que les molécules qu'il a trouvées pouvaient avoir une activité en fait sur les virus. Ensuite, j'ai continué à travailler avec le professeur Paul Bourgeois. Nous avons continué à chercher d'autres types de molécules. On a travaillé aussi avec un chercheur en Allemagne spécialisé en fait dans les substances de l'herbe à pic, le professeur Klaus Passweiter, à qui j'ai envoyé des extraits en Allemagne. Et c'est là, en fait, qu'il m'a dit qu'outre les flavonoïdes, il existait d'autres molécules qu'on appelle des sesquiterpenactones, et que ces sesquiterpenactones avaient aussi des activités. Ensuite, j'ai travaillé, comme je fais partie d'une équipe de chercheurs de la Caraïbe, et nous avons créé un réseau caribéen de recherche sur les plantes médicinales qui s'appelle TRAMIL, Traditional Medicine Force de Highlands. Et l'objectif en fait de TRAMIL, c'est permettre l'accès aux soins de santé primaire aux populations pauvres et donc à partir en fait de leur environnement. Et donc j'ai travaillé avec Mildred Garcia donc, de Costa Rica. Et c'est là qu'on a prouvé que cette plante aussi avait une activité antipyrétique pour lutter contre la fièvre. J'ai travaillé avec Alba Brito, en fait, du Brésil. On a montré que cette plante avait une activité en fait sous les douleurs nociceptives, douleurs périphériques. Et donc, fort de tous ces travaux, on a travaillé aussi avec des chercheurs du Guatemala qui ont montré que cette plante avait une activité sur ce qu'on appelle les protozoaires, dans lequel on trouve les plasmodiums, c'est-à-dire le paludisme, la maladie de Chagas, et beaucoup d'autres protozoaires. Et donc, fort de tout ça, nous avons déposé un premier brevet en 2005 sur cette plante. Ensuite, le hasard a fait que j'ai développé ce produit au sein de mon officine de pharmacie, que j'ai acheté donc, une officine de pharmacie
avec M. Jean-Marie Lomont, un pharmacien, et nous avons développé en fait ces produits au sein de notre officine de pharmacie. Et je me suis aperçu qu'au bout de 12 ans, je passais plus de temps au préparatoire qu'au comptoir à vendre des spécialités pharmaceutiques. Et je me suis dit que l'heure était arrivée, en 2005, de sortir de la pharmacie et faire ce que j'ai toujours voulu faire, créer en fait des produits à partir de la biodiversité, sachant que 80% de la biodiversité française se trouve en Outre-mer. Donc je me suis dit que c'est la fin du pétrole. Demain, en fait, on aura besoin de chercheurs, de recherche sur cette biodiversité. Nous avons commencé très tôt et c'est là en fait qu'on a lancé la société. Le professeur Paul Bourgeois, et c'est ma grande fierté, mon professeur de chimie du DUG s'est associé à son élève, c'est ma plus grande fierté. Et Paul et moi, donc son âme repose en paix, donc nous avons beaucoup travaillé. Il m'a vraiment reformé à la compréhension de la chimie des plantes. Et fort de tout ça, en fait, il y a eu le Covid. Et le Covid arrive en 2019. Et je vois que tout le monde s'affole. Et nous, à Phytobocase, nous, on ne s'est pas affolé. Et par contre, parce que ça faisait déjà plus de 30 ans qu'on travaillait déjà en fait sur les plantes activités antivirales. Et je regarde, il faut savoir qu'il y a eu plus de recherches en 3 mois, entre début du Covid, janvier 2020 et mars. Il y a eu plus de publications. C'était des préprints, hein, on n'attendait même pas d'avoir des publications définitives. Il y a eu plus de publications en 3 mois qu'en 100 ans sur les virus, parce que c'est un sujet qui passionnait pas trop les chercheurs. Et je trouve une publication de l'INSERM, l'Institut national de recherche scientifique, et qui dit que celui qui trouve des inhibiteurs de la DHODH, en fait, va trouver en fait l'arme pour lutter contre les virus ARN, mais ceci à large spectre. Et c'est là que je vais entrer en contact avec mes collègues chercheurs du CNRS de Montpellier. Et c'est là, je demande à mes collègues, est-ce que vous pouvez vérifier pour moi si un extrait d'une plante de Guadeloupe serait susceptible d'inhiber une enzyme qui s'appelle la DHODH, la dihydroorotate déshydrogénase. Alors, qu'est-ce que c'est que cette DHODH ? Il faut savoir que les virus sont différents en fait des hommes. Nous sommes pluricellulaires, nous avons plusieurs cellules. Et les cellules sont organisées en tissus, les tissus sont organisés en organes, comme le foie, les intestins, le cerveau, la langue, la peau, etc., etc. Et donc, il faut savoir que le virus, c'est le plus petit être vivant qui existe sur la Terre, qui est capable de faire ses petits tout seul. Alors, ils n'ont pas de machinerie cellulaire, et donc ils sont obligés de parasiter vos cellules pour faire leurs petits. Et pour parasiter, en fait, c'est considéré comme un hold-up. Le virus va entrer à l'intérieur de votre corps, parce que le virus, c'est une clé, une membrane, un cerveau. La clé et la membrane, par exemple, si on prend le cas de la grippe, la clé, c'est HN, H1N1, H5N1, etc. H, c'est hémagglutinine. Et N, c'est neuraminidase. Et dans le cas du Covid, par exemple, la clé, c'est la protéine spike. Voilà, et il y a la membrane. Et cette clé va se fixer, en fait, sur la cellule désignée, la cellule hôte. Par exemple, pour l'hépatite, ça sera le foie. Pour les gastro-entérites virales, ça sera les intestins. Pour le Covid, ça peut être surtout le poumon. Pour le sida, c'est les lymphocytes, etc., etc. Et donc, le virus entre à l'intérieur, c'est considéré comme un hold-up. Vous ne bougez pas, vous me passez vos machines pour que je puisse faire mes petits. Et comme je sais que la maman virus est obligée de se suicider pour donner naissance à ses enfants, donc il va enlever son cerveau, qui s'appelle l'ARN, et il y a la machine d'hold-up, parce que c'est un hold-up pour faire des photocopies. Le virus va faire plein de photocopies de la membrane, des photocopies de la protéine spike, la clé, et il va mettre ça dans un petit coin. Mais il n'a pas encore fabriqué son cerveau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la clé, la protéine spike, d'accord, et la membrane, c'est de nature protéique, c'est la lecture de l'ARN. Mais l'ARN, qui est le cerveau,
est constitué en fait de petites briques qu'on appelle des nucléotides. Et pour pouvoir faire ces petites briques, en fait, vous êtes obligé d'utiliser un chemin. Je vous ai dit tout à l'heure, le chemin, ça peut être partir de la gare routière de Basse-Terre, d'accord, et vous allez livrer les petites briques à la gare routière de Pointe-à-Pitre en passant par les communes de Gourbert, Trois-Rivières, Capesterre, Goyave, livraison à la gare routière, Petit-Beau, livraison à la gare routière de Pointe-à-Pitre. Alors, admettons, ça c'est pour bien comprendre, Capesterre va s'appeler dihydroorotate, qui est la molécule dans cette voie biochimique, d'accord, qui est une voie métabolique. DHO, dihydroorotate. Et pour passer de Capesterre à Goyave, dihydroorotate à l'orotate, vous utilisez donc une enzyme qui s'appelle, de déshydrogénation, qui s'appelle la DHODH, la dihydroorotate déshydrogénase. Et nous, on a montré qu'un extrait d'herbe à pic a une certaine dilution, je précise, une certaine dilution. Je suis un pharmacognos, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre une plante comme ça, qui va mettre dans du rhum ou va faire des poudres de plantes, je ne sais pas. On a pris une dilution parce que ce qui est important, c'est que le virus entre à l'intérieur de la cellule. Il ne faut pas tuer la cellule hôte, il faut tuer le virus. D'accord ? Et là, on a montré que l'extrait d'herbe à pic est capable de bloquer cette enzyme indispensable à la synthèse des nucléotides du virus. Alors les gens peuvent me dire, ouais, monsieur Joseph, si vous bloquez l'ARN, comment vous allez faire pour fabriquer votre insuline à vous, parce que vous avez besoin en fait d'ARN pour aller chercher dans l'ADN le fragment nécessaire à fabriquer l'insuline. Alors, c'était sans compter sur l'autre possibilité, la voie de délestage que possèdent les cellules eucaryotes que nous sommes. Si la voie Basse-Terre Pointe-à-Pitre est bloquée, on fait par les mamelles. On va faire par baillif, voilà. Et les cellules eucaryotes savent faire ça et peuvent aller livrer les nucléotides à la gare routière de Pointe-à-Pitre en passant par les mamelles. Les virus ne savent pas faire ça. Donc, il suffisait tout simplement de bloquer donc la quatrième étape qui est indispensable à la synthèse des nucléosides. Et donc ça, c'est ce qu'on a trouvé. Et on a déposé un brevet en 2021. Et il faut savoir que quand vous déposez un brevet, on vous l'a fait savoir, ça a fait un buzz, etc. Mais nous, on n'est pas dans le buzz, on n'est pas dans les fakes, on n'est pas dans tout ça. On est dans la recherche, c'est quelque chose qui est très sérieux. Et donc, on savait qu'on avait trouvé ça et que personne l'avait trouvé avant nous dans une plante. Et ça, c'est très, très important. Vous allez me dire, ouais, monsieur Joseph, il y a des chercheurs qui travaillent sur les inhibiteurs, comme les Chinois qui travaillent sur les inhibiteurs de la DHODH. Ils utilisent le briquinar. Oui, c'est vrai. Et il y a d'autres aussi chercheurs qui travaillent avec la terrifludomide, la nérifludomide, et pour soigner la sclérose en plaques. Mais sauf que ce sont des substances qui sont extrêmement toxiques et qui ne peuvent pas être utilisées en ambulatoire, en médecine de ville. Donc, et c'est là où ça c'est très intéressant. Nous avons une substance dont on a montré son innocuité et surtout son activité en inhibant la DHODH. Et je suis très heureux, et je vous l'apprends aujourd'hui, c'est que les Chinois, vous tapez DHODH inhibiteur sur Internet, vous allez voir que les Chinois sont sur notre sujet et ils viennent de m'expliquer quelque chose que je n'avais pas compris. C'est que les Chinois viennent de trouver, à partir de mes recherches, ils ont trouvé qu'en inhibant la DHODH, vous inhibez ce qu'on appelle aussi l'orage cytokinique. Et il faut savoir que c'est l'orage cytokinique en fait, qui a entraîné la plupart des morts du Covid. Alors, c'est quoi l'orage cytokinique ? Il faut savoir que quand vous avez une infection virale, vous avez ce qu'on appelle des interleukines ou des cytokines, et particulièrement l'interleukine 6 et l'IP10, qui sont des cytokines pro-inflammatoires. À l'état basal, quand vous n'avez pas de pathologie, vous êtes à 300 picogrammes. Et dès que vous avez une infection, vous allez faire monter ces substances pro-inflammatoires vers 1500, voire 2300 picogrammes. Et c'est comme si vous avez des mégots de cigarettes. Si vous mettez des mégots de cigarettes sous des cellules musculaires, en fait, vous aurez ce qu'on appelle la maladie du dos courbé, le chikungunya, vous aurez beaucoup de courbatures. Par contre, si vous prenez des mégots de cigarettes, vous mettez sur un ballon de Norel, qu'on appelle des alvéoles pulmonaires, vous pétez les ballons. Et donc, en fait, et c'est cette orage cytokinique qui a pété les ballons, en fait, qui a entraîné autant de morts dans le cas du Covid. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous dire
parce qu'on a pu travailler avec les laboratoires français les plus compétents en matière de virologie et d'immunologie, on a montré qu'un extrait d'herbe à pic est capable d'inhiber l'interleukine 6 et l'interleukine 10 par rapport à un témoin qui est le remdesivir qu'a trouvé en fait les grands laboratoires, mais je crois que c'est le laboratoire Pfizer qui travaille dessus, donc sur le remdesivir, mais encore, ce sont des substances qui malheureusement sont toxiques. Donc, vous voyez en fait l'importance de la découverte de phytobocase, et je suis très heureux de vous l'expliquer et de vous l'apprendre. Et beaucoup, on a été la risée de tous en métropole, dans l'Hexagone. On nous a dit c'est du vaudou, c'est pas publié. Maintenant, c'est publié. Vous tapez Neuroline Alobata, les inhibiteurs de la DHEDH, vous allez comprendre que ce n'est pas du vaudou. Et ça a été fait dans les plus grands laboratoires français. Je dis bien français. CNRS et le commissariat de l'énergie atomique. Donc, vous voyez, c'est du sérieux, du très sérieux, notre découverte. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc, allons vers ce nouveau monde, cette économie symbiotique, cette économie du vivant. Donc, et là, je vous dirais, il faut qu'on commence à prendre l'outre-mer au sérieux. On n'est pas plus con que les autres. Et donc, nous sommes capables aussi de réfléchir. Ce n'est pas seulement les Français de l'Hexagone qui sont capables de réfléchir. Les Français de l'outre-mer sont aussi capables de réfléchir et trouver des grandes choses que l'Hexagone ne trouve pas. Et je suis très heureux de vous porter cette nouvelle. Et si vous ne me croyez pas, allez sur Internet, c'est publié. Voilà, je vous remercie. Alors, si vous avez des questions, je suis prêt à vous entendre. Quelle va être la portée mondiale de cette découverte que vous avez parlé pour le Covid, par exemple? Puisque c'est dernièrement, enfin, il y a 2-3 ans, justement, vous le disiez tout à l'heure, qu'on vous reprochait de ne pas faire, etc., etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Maintenant, on a fait la découverte, on a déposé le brevet, donc forcément, les laboratoires qui veulent travailler sur notre plante, ils sont presque obligés, en fait, de passer par nous. Donc, ils peuvent aussi faire de la recherche. Donc là, la plante ne m'appartient pas. La plante ne m'appartient pas. La plante appartient à la planète, à vous, à tout le monde. Par contre, ce qu'on a trouvé, et qui est c'est la dilution. C'est la dilution, et c'est ça qui est important. C'est la dilution qui ne tue pas la cellule hôte et qui tue le virus. Donc, on a prouvé une activité virucide et antivirale. C'est ça qui est important, c'est la dilution. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des gens qui disent « Ah ouais, j'ai encore prendre des bapiques en Rome, on a fait ceci, on a fait ça. » Non, c'est une dilution précise. Donc, ça correspond à un dosage. Donc, aujourd'hui, en fait, nous sommes prêts à travailler avec d'autres chercheurs pour continuer, pour aller plus loin, etc. Donc, voilà. Donc, nous, on attend. On attend, et voilà. Et donc, on a apporté quelque chose de nouveau à la science, en fait, parce que à l'heure où je vous parle, il n'existe pas de médicaments à large spectre sous les maladies émergentes et réémergentes qui sont tous des virus ARN. La grippe est un virus ARN, le Covid est un virus ARN, le chikungunya est un virus ARN, oromouche, tout ça, l'Ebola, etc., etc. Donc, en fait, nous avons donné une piste à la science, en fait, parce que les gens me disent, et c'est pour ça que c'est ce que je reproche, on a beaucoup critiqué ceux qui faisaient de la recherche sur les médicaments. Et il y avait une doxa qu'il fallait que ça soit que sous les vaccins. Je porte à votre connaissance quand même quelque chose de très important. Est-ce que vous connaissez, vous les journalistes, est-ce que vous connaissez un vaccin contre le sida? Non, ça n'existe pas. Comment on arrive à guérir les sidéens aujourd'hui? Comment on arrive à gérer la pathologie des sidéens? C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui était un peu farfelu comme moi, en fait, en 1964, qui travaillait pour les laboratoires Wellcome aux États-Unis. Ils étaient en train de chercher des nouveaux anticancéreux parce qu'ils se sont aperçus que le cancer de l'utérus chez la femme était dû donc à des oncovirus, des virus donc susceptibles de provoquer ces cancers. Et ça marchait. Et ils ont mis ça dans un petit coin, ils ne se sont pas occupés de cette molécule.
Et vous savez où ils ont trouvé cette molécule? Ils ont trouvé cette molécule dans un produit naturel qui est le sperme du hareng-sort. Voilà, d'accord? Et ils ont mis ça dans un petit coin, dans une chimiothèque. Et quand le professeur Montagnier a découvert le virus du sida, tout le monde s'est affolé. Voilà. Et ils ont dit, on va tester toutes les molécules qu'on a sous notre main. Et quelles molécules ils avaient sous leur main, entre autres? Il y a eu l'AZT, l'azidothymidine. Et cet AZT, c'est ce qui a donné la trithérapie. La plupart des médicaments sont des dérivés de l'azidothymidine. Donc vous voyez, si moi je vous avais dit que j'ai trouvé un médicament dans le sperme du balarou, tout le monde se serait moqué de moi. Et aujourd'hui, si les Sidéens, en fait, peuvent arriver à la guérison, en fait, c'est grâce à cette recherche sur les molécules naturelles. Donc, et j'en suis très fier. Et c'est pour ça que je dis que l'économie de demain, ça ne sera pas le pétrole. C'est terminé le pétrole. Il faut mettre une croix dessus. La pétrochimie, il faut mettre une croix dessus. Non seulement l'empreinte carbone est importante, ça est en train de détruire notre planète. Ça peut, pour des raisons d'argent, détruire l'espèce humaine. Donc, il faut qu'on sorte de là. Je vous invite à rentrer dans cette nouvelle ère, l'ère de l'économie symbiotique, l'ère de l'économie du vivant. Quel est le rapport avec les laboratoires français, les grandes firmes qui critiquaient, qui disaient que justement on fait du vaudou, etc., etc. Comment vous avez réagi avec eux? Est-ce que ces firmes-là vont vous contacter aujourd'hui? Mais ils m'ont déjà contacté. C'est pas qu'ils vont me contacter. Ils m'ont contacté, j'ai dit laissez-moi faire ma recherche. Et quand j'aurai trouvé, on va rediscuter. J'ai été contacté par plusieurs laboratoires pharmaceutiques français. Je ne vais pas citer de nom. Ils se connaissent et ils m'entendent. Et donc, en fait, il faut qu'on... Mais le ministre Bruno Le Maire, il est venu ici. Il y a un mois à peu près, il est venu ici, c'était au 25 mai. Et moi, je dis au ministre, est-ce que vous connaissez un petit pays qui s'appelle l'Hexagone, avec un petit peu de Manche au nord, un petit peu d'océan Atlantique du côté de Biarritz et un petit peu de Méditerranée du côté de la Corse? Ça représente que 3% d'espace marin. L'outre-mer, c'est 97% d'espace marin. C'est 97% d'espace marin, mais c'est 80% de la biodiversité française et européenne. Donc, les richesses de la France de demain sont chez nous. Donc, il faut compter avec nous. Donc, moi, j'invite... on est en train de chercher des solutions par rapport à ces jeunes qu'on met dans la drogue parce qu'on ne les apprend pas à danser avec la nature. Moi, je veux apprendre aux jeunes, depuis tout petit, à danser avec la nature. Et je remercie beaucoup ma maman. Maman, merci. Tu m'as donné le don de l'émerveillement. Je m'émerveille par rapport à la nature. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre société s'appelle Fit Plantes au Bocase, les plantes autour de la maison. Donc, danser, et je félicite les jeunes. Les jeunes, j'étais dans ce week-end, le week-end dernier, j'étais dans une conférence sur les incubateurs. J'ai rencontré des jeunes magnifiques. Les jeunes sont dynamiques. Ils veulent arriver. Donc, vous allez arriver. Les trésors de la France de demain sont chez nous et on le maîtrise, on le fait savoir. Mais il va falloir faire des hectares de zébapic. Pas forcément. Et c'est là, justement, que vous n'avez pas compris. C'est la technologie. Vous n'avez pas besoin de faire des hectares. Vous savez, j'ai rencontré Nicolas Hulot, on a beaucoup discuté, et Nicolas Hulot, par exemple, le ministre Bruno Le Maire, il me dit « Monsieur Joseph, il faut passer au stade industriel ». Je viens de le faire visiter, parce qu'on ne travaille pas que sur les virus et tout ça, on travaille sur les huiles, les oléagineux, les fibres, les odeurs, les couleurs végétales. Et le ministre Bruno Le Maire, il me dit « Monsieur Joseph, il faut passer au stade industriel ». Non, non. J'ai dit, je préfère 1000 petits phytobocas qu'un grand L'Oréal. Parce que le grand L'Oréal, il viendra, en fait, ça va prendre beaucoup d'espace, d'accord? Alors qu'il y a une loi sur les ânes, la non-artificialisation des sols,
on va encore artificialiser les sols. Et comme ils ne vont pas sortir tout de suite de la pétrochimie, ils vont continuer à nous déverser en fait plein de produits chimiques en fait dans nos rivières, dans nos mers, et on sera emmerdé. Je préfère des petits phytobocasses qui travaillent avec la vie. Donc tous les déchets de phytobocasses repartent en compost. Voilà, parce que nous travaillons en fait qu'avec la nature. En 18 ans à Phytobocase, on n'a utilisé aucun pesticide, aucun herbicide, aucun engrais chimique. Et donc on travaille avec des substances entièrement naturelles. Par exemple, mes champs d'herbe à pic en fait, sont cultivés avec de l'indigo. Regardez, je suis habillé en bleu. Mon bleu indigo, le bleu de Gourbert, d'accord ? Et ce bleu de Gourbert, c'est l'engrais de mon herbe à pic. Ils travaillent en symbiose. Pourquoi ? Parce que l'indigo, Indigofera sulfiticosa, est une plante de la famille des légumineuses. Les légumineuses abritent dans leurs racines ce qu'on appelle des rhizobactéries qui vont capter l'azote de l'air. Et cet azote de l'air, il va les rendre assimilables par les plantes pour que les plantes puissent fabriquer en fait leur chlorophylle qui contient 4 atomes d'azote qui est lié à un magnésium, ce qui va permettre à ces panneaux solaires des plantes qui sont vertes de capter l'énergie du solaire par une réaction chimique. CO2 plus H2O donne C6H12O6 plus O2. C'est-à-dire les plantes captent du gaz carbonique, les fameux gaz à effet de serre, puisent de l'eau dans le sol, fabriquent du glucose et de l'oxygène qui se dégage. Et nous, on respire cet oxygène, on bouffe le sucre et on rejette du gaz carbonique et de l'eau. Ça s'appelle la vie. Et donc, en fait, on n'a besoin que de vie pour faire la vie. Moi, la seule certitude que j'ai, c'est que je vais mourir. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. J'ai demandé au bon Dieu de me donner une trentaine d'années encore pour vous trouver des choses. J'ai 68 ans, dans 2 ans, j'ai 70 ans. 70 plus 30, j'aurai 100 ans. D'accord ? Dans 30 ans. D'accord ? Et donc, on veut accompagner cette jeunesse. Et je vous refélicite parce que vous voulez arriver. Il ne faut pas dire que la Guadeloupe est un pays vieillissant. Ce n'est pas vrai. La Guadeloupe est un pays qui n'est pas attractif à sa jeunesse. C'est ça. Et donc, pour le rendre attractif, vous dites à la jeunesse, voyez, c'est pas la peine d'aller dans la drogue pour chercher du fric. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? On va vous mettre en prison, tout ça. Vous allez faire du fric à partir de votre biodiversité. Et donc, nous, ça, c'est notre slogan. L'or vert, c'est chez nous. Vous avez 3800 espèces de plantes. Donc, dans notre laboratoire, on utilise 5 moins 3800. Il reste 3795 autres possibilités de vous développer. Donc, foncez dessus. Et c'est ce que je veux dire à tous les ultramarins, que les Martiniquais, les Guyanais, les Réunionnais, les Tahitiens, la Nouvelle-Calédonie. En fait, c'est vous qui détenez la richesse de la France de demain. Foncez dessus. Question ? Alors, je vois que les journalistes vous posez pas de questions. Donc, voilà. Donc, nous avons une partenaire de l'université, vous voyez, Sarah Gaspard. Donc, peut-être dire 2 mots sur tes recherches sur, à partir de bactéries, à partir du vivant. Qu'est-ce qu'on fait ? Et je suis très heureux de partager cette recherche avec toi. Et donc, je vais te passer le micro, dire ce que tu as trouvé à partir du vivant pour gérer le chlordécone. Merci Henri. En fait, je dirais que sur la problématique du chlordécone, nous avons 2 voies, qui est une voie où nous travaillons sur la recherche de bactéries capables de dégrader la molécule de chlordécone, et nous en avons trouvé dans les sols contaminés. Il faut savoir que les bactéries peuvent s'acclimater et dans un sol qui est pollué, et finalement développer tout un système d'enzymes, de cofacteurs qui peuvent permettre de dégrader une molécule. Et c'est ce que nous avons fait au niveau du laboratoire, donc avec différentes collaborations, dont l'Université de Toronto et puis de jeunes post-docs qui travaillent avec nous. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à cette problématique, qui tout le temps nous demandent des stages, et je crois qu'il y a beaucoup d'espoir en la jeunesse, en tous les cas sur les problématiques scientifiques. L'autre volet, donc je disais, donc il y a le problème en fait de la dégradation, mais aussi nous intéressons à la séquestration de la molécule.
Et la séquestration, nous la voyons en utilisant donc des charbons actifs préparés à partir de biomasse et surtout de résidus de biomasse. Donc avec Henri, nous avons une collaboration sur la biomasse, sa biomasse d'ailleurs, et avec deux volets. Donc un volet sur la séquestration des polluants, sur la séquestration dans l'eau, sur la séquestration dans les sols aussi. Et aussi, nous avons un autre volet où nous regardons quelles seraient les possibilités en fait de développer ce qu'on appelle des supercondensateurs, qui sont en fait des modules de stockage de l'énergie, donc à partir de différentes biomasses. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours et qui va donner lieu à une thèse qui va être très prochainement soutenue. Et pour ça, nous faisons tout un screening de la biomasse. Donc en fait, ce qui est très bien, c'est que Henri a déjà utilisé la vie, il a déjà utilisé tout ce potentiel en fait vivant qui soigne, qui va aussi faire des couleurs, qui va aussi permettre de se nourrir. Et ensuite, après, ces résidus, donc nous allons les transformer en des matériaux, et des matériaux qui peuvent être appliqués à pour être utilisés pour différentes applications. Comme je l'ai dit, le traitement des pollutions. Donc effectivement, les activités humaines conduisent à des pollutions. Et nous disons en fait qu'il faut essayer de chercher parmi la biomasse comment on va traiter ces pollutions. La biomasse vivante étant ces bactéries, la biomasse que nous allons transformer pouvant être ces résidus de biomasse, et ces résidus de biomasse que nous allons transformer. Et c'est vrai que cette vision qu'a développée Henri rejoint un petit peu la vision que nous avons un petit peu par rapport à la valorisation des sargasses, qui apparaissent comme étant une pollution, qui se développe en très grande quantité, mais que nous cherchons aussi à valoriser et à voir comment l'on pourrait l'utiliser pour aussi traiter une pollution, ou bien la transformer en matériaux qui pourraient être utilisés par exemple pour le stockage de l'énergie. Donc là, ce sont des travaux pour lesquels effectivement on essaye de développer une vision d'économie symbiotique, où le déchet qui est produit, qui a l'air d'être un déchet, est utilisé en fait pour une nouvelle application. Et donc ça rentre très clairement dans l'économie symbiotique, dans la bioéconomie, et effectivement c'est le cycle du vivant et c'est le cycle de la vie. C'est-à-dire que les êtres humains, il y a tout un cercle en fait, et les êtres vivants vivent à l'intérieur d'un cycle. Et c'est cette conception-là d'une chimie verte, d'une chimie ou d'une économie circulaire vers laquelle nous tendons dans nos travaux actuellement. Et il faudrait ajouter aussi qu'avec Sarah, nous sommes en train de travailler sur un autre déchet qui est le tourteau du moringa. Nous faisons de l'huile de moringa qui nous permet, qu'on utilise dans les cosmétiques, pour faire des savons et autre chose, des crèmes, des produits de beauté. Et parmi les déchets, vous avez le tourteau en fait, du moringa. Et il faut savoir, le meilleur floculant mondial, en fait, c'est le tourteau de moringa. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans les stations d'épuration de Guadeloupe, on utilise le sulfate d'aluminium comme floculant. Et vous savez tous que l'aluminium est aujourd'hui sur toutes les lèvres comme étant un produit susceptible de générer la maladie d'Alzheimer. Et c'est pour ça que nous, face à ça, donc on va travailler en fait sur la purification de l'eau à partir en fait de nos déchets et en collaboration avec l'université. Et je remercie beaucoup Sarah en fait de partager cette collaboration donc avec Phytobocase. Donc et comme autre personne, peut-être tu veux réagir? Oui. En fait, c'est vrai que sur la question du moringa et du traitement de l'eau, il y a vraiment des défis à relever qui sont de trouver des composés qui n'auront pas d'impact et qui ont un faible impact en fait sur la santé, puisqu'on sait que l'aluminium rentre en jeu dans la maladie d'Alzheimer. Et donc là, il y a vraiment nécessité de mener des travaux de recherche là-dessus.
et de trouver et d'optimiser en fait l'utilisation de ce type de ce qu'on appelle des floculants en fait, qui vont permettre en fait de fixer un certain nombre de composants humiques, etc., qui sont dans l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui va être un challenge. Et surtout, la question qui se pose toujours, c'est comment rendre les choses à plus grande échelle. Donc ça reste toujours un défi pour nous chercheurs. Et c'est vrai que c'est là que c'est intéressant, une expérience comme celle de Phyto Bocaz, qui finalement passe du laboratoire et arrive à faire des choses à une échelle, je dirais, semi-industrielle. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'une échelle qui permette qu'on reste à l'échelle humaine et qu'il y ait un impact qui soit limité en fait sur l'environnement. Je te laisse continuer. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Donc vous voyez comment donc on collabore avec l'université dans le cadre de la valorisation en fait de nos déchets. Et aujourd'hui, on travaille aussi avec des agriculteurs. C'est une expérimentation que nous faisons actuellement donc dans la commune de Sainte-Rose. On est en train de travailler sur l'après-canne. Demain, il n'y a plus de valorisation de la canne en sucre ou en rhum. Je pense que ça va continuer, il faut le continuer. Mais nous, on prévoit aussi la reforestation des terres de canne. Le fait de reforester les terres de canne, on va augmenter le dégagement d'oxygène. On va aussi piéger, séquestrer en fait le carbone. Et on va lutter contre le réchauffement climatique. Et on a planté des oléagineux comme le galba, on a planté des oléagineux comme le moringa. Et notre engrais est porté par l'indigo. Donc, on fait plusieurs produits sur une même superficie et on est très content, en fait, d'avoir l'Université des Antilles qui partage donc leurs compétences avec nous. On travaille également avec Sylvie Bertion qui devait venir, malheureusement, elle s'est excusée. Et Sylvie Bertion travaille avec une étudiante suite à notre découverte sur l'huile de galba sous la cicatrisation des pieds des diabétiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, peut-être un Guadeloupéen est en train de se faire amputer parce qu'il y a 300 amputations dues au diabète. Et donc, c'est pour ça que le premier travail que j'ai fait en Guadeloupe a été, en fait, faire comprendre aux Guadeloupéens que nous possédons 220 espèces comestibles et ces 220 espèces comestibles peuvent nous nourrir. On nous fait peur en nous disant que si le bateau n'entre pas, on va mourir de faim. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Quand on a mangé 5 fruits et légumes par jour, il reste 215 derrière. Donc, à tous ceux qui vous disent que si le bateau n'entre pas, on va mourir de faim, c'est une blague. Donc, si le bateau n'entre pas, on va être sauvé parce qu'on va pouvoir arriver à la souveraineté alimentaire et à l'autosuffisance alimentaire. Au lieu d'importer du blé, on va planter des pois, d'accord ? On a déjà tous les amidons de manioc, les amidons de fouille à pain, de patates douces, de châtaignes, tout ce que vous voulez. Donc, l'avenir est devant vous, les jeunes. L'avenir est devant vous. On va vous accompagner, vous allez arriver. Et l'outre-mer va devenir un Eldorado maîtrisé par vous. Et venez nous faire des enfants, parce qu'on dit que ce sont les jeunes qui font des enfants. Venez nous faire des enfants et pour faire contredire ce qu'on dit qu'on est vieillissant. On n'est pas vieillissant. C'est que vous venez pas, vous restez à l'extérieur. Venez, on a des choses à vous montrer. Et donc, on travaille sur la cicatrisation des pieds des diabétiques, donc avec Sylvie Bertion et le CHU, et dans le nouvel CHU. Alors, je profite pour lancer un appel pour ce nouveau CHU. C'est la création d'une unité de recherche clinique, comme on le fait déjà avec le docteur Martineau sur les pieds des diabétiques, sur ce qu'on appelle la médecine dite intégrative. Intégrer la médecine traditionnelle, fort de nos compétences, dans ce nouvel hôpital, en fait, où on ne va plus affronter la médecine traditionnelle avec la médecine moderne. On va donc permettre de soigner à partir de notre biodiversité quand il n'y aura plus de pétrole. Je vois que la France s'inquiète aujourd'hui parce que la France a délocalisé en fait toutes ces industries pharmaceutiques vers la Chine et l'Inde. Nous, on va relocaliser en fait nos entreprises donc au Bocaz, autour de la maison. Voilà. Vous avez des questions? Question des internautes.
Juste 2 questions. La première, en fait, vous avez parlé du pain semblé. Comment le faire? Alors, nous sommes en train, donc on a trouvé le process. C'est un partenariat avec l'INRA de Nantes et Phytobocase. Il y a une machine pour avoir les bulles, pour avoir la mie de pain. Et donc, on est en train de travailler avec des industriels sur la fabrication de cette machine pour faire les bulles. Et deuxième question d'Isabelle Delannoy. Quel potentiel voyez-vous à cette économie symbiotique? Comment peut-elle répondre aux besoins socio-économiques des populations, notamment des pays les plus défavorisés, et quels sont les facteurs clés du succès que vous voyez pour la développer? Donc, je profite pour saluer Isabelle Delannoy. Merci, 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 merci et merci. Et donc, de travailler sur cette économie symbiotique en Europe. Je suis à tes côtés comme représentant des îles. Le professeur Godfrey Nzamuko travaille dans la ferme de Songhai. Et donc, on va faire France, Bénin, les îles. Et on va lancer cette nouvelle économie. Merci encore. Merci Isabelle Delannoy. C'est elle qui a fait le film Homme avec Yann Arthus-Bertrand. Et donc, merci de nous accompagner. Donc, tu es venu en Guadeloupe et tu as vu ce que je faisais. Et tu m'as dit, Henri, fonce. Donc, je fonce. Donc, on est en train de prendre conscience. Je t'ai envoyé les dernières images de reforestation des terres de Cannes. Donc, c'est toi qui avais raison. Et je suis très heureux d'être le premier à acheter ton livre sur l'économie symbiotique. Je vous invite tous à aller chercher ce livre et lisez ce livre parce qu'elle est visionnaire. Elle est visionnaire. Le monde de demain sera le monde du vivant, le monde des bactéries. Et est-ce que vous savez que dans votre ventre, vous avez 10 puissance 14, 100 000 milliards de bactéries qui gèrent votre existence. Voilà. Eh bien, ce sont des bactéries. Donc, si un jour on vous dit que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Vous avez 10 puissance 14 000, donc 100 000 milliards de bactéries qui vous accompagnent. Donc, merci Isabelle Delannoy. Allez sur Internet, regardez son travail. Elle a tout compris. Et elle va emmener la planète loin. Sortons de ces guerres à s'entretuer. Sortons des émeutes avec les jeunes. Allez danser dans la nature. Emmenez vos enfants danser avec la nature. Et vous verrez les problèmes d'émeutes, les problèmes de gestion, de chômage, tout ça. Tout le monde sera au boulot. Tout le monde sera en train de travailler. Il faut aller dans les champs, il faut aller dans la nature, découvrir, s'émerveiller, danser avec la nature, comprendre la nature, son fonctionnement. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc, aussi bien Isabelle Delannoy, le professeur Godfrey Nzamuko et moi-même. Donc, on va vous faire danser avec la nature. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je remercie tous les internautes qui nous ont suivis à distance. Vous voyez, hein, on va essayer d'éviter l'extinction de l'espèce humaine par une nouvelle économie, l'économie du vivant, l'économie symbiotique. Je vous demande simplement de danser avec la nature. Merci de votre attention et à très bientôt.